et de la culture. Je suis Patrick Geffard, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris 8. Et ce matin, Lucien Bonafé a été cité. Alors j'introduirai cette table ronde en citant quelqu'un qui a travaillé avec lui à l'hôpital de Saint-Alban, qui était François Tosquelles, ce médecin catalan, médecin psychiatre, psychanalyste, initiateur de la psychothérapie institutionnelle et aussi cofondateur du POUM, pour les gens qui ont des souvenirs de la guerre d'Espagne. Dans un ouvrage intitulé « Le vécu de la fin du monde dans la folie », Tosquelles écrivait la chose suivante: « L'homme ne vit pas dans un environnement, fût-il culturel ou social, mais dans une conception du monde qu'il se fabrique. » Et il me semble que c'est quelque chose qui peut réunir les professionnels de la transmission, de l'éducation et de la culture qui participent à ce moment, dans la mesure où je crois que se fabriquer la conception d'un monde habitable, à la fois au sens de la possibilité de s'accorder aux autres, mais aussi la possibilité de construire en soi un monde habitable, un espace psychique habitable, concerne les gens de ces différents champs professionnels. Et que c'est un espace ou des espaces professionnels dans lesquels on est forcément appelé à travailler dans la complexité. Et peut-être à remettre en cause certaines approches qui parfois nous font croire qu'on peut attraper les problèmes, les drames auxquels on est confronté par uniquement la dimension du politique au sens large ou du subjectif dans son sens le plus singulier. Et que travailler dans les champs où sont les professionnels qui sont avec moi ici, c'est forcément être contraint de prendre en compte à la fois la dimension, par exemple, du temps long et celle de la subjectivité la plus singulière. Et puis je terminerai en présentant nos invités. Et juste un petit mot, parce que le travail de la culture, finalement, a été évoqué plusieurs fois, puisque ce matin, à la fois, deux intervenants déjà dans la journée ont cité le malaise dans la culture de Freud. Et à propos de la culture, justement, Freud disait dans cet ouvrage-là que le combat entre Eros et Thanatos, il disait que c'est le contenu essentiel de la vie en général. Et c'est pourquoi le développement de la culture doit être qualifié de combat vital pour l'espèce humaine. Alors les gens qui vont nous parler à la fois d'éducation, de transmission et de culture sont d'une part Francis José, qui est rééducateur en RASED, ancien président de la FNAREN, la Fédération des rééducateurs de l'éducation nationale, et aujourd'hui responsable des publications de cette association. Claudine Blanchard-Laville, professeure émérite en sciences de l'éducation, directrice de la revue en ligne Cliopsy. Google, Cliopsy, revue Cliopsy, vous voyez la revue. Alain Ayot, sociologue et délégué national du PCF à la culture. Et Nicolas Roméas, directeur de la publication de la revue Cassandre Orchamps, que les membres de l'Appel des Appels, en général, connaissent bien. Je passe la parole tout de suite à Francis José. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La FNAREN tient d'abord à remercier chaleureusement l'Appel des Appels pour cette invitation et la possibilité d'échanger sur la question de la sécurité avec un grand nombre de participants issus de milieux dépassant le champ de l'éducation. Cette ouverture fait l'originalité de ce mouvement et c'est pourquoi notre fédération apprécie y être associée. Alors pour ceux et celles qui connaissent mal les rééducateurs, nous travaillons en grande majorité dans les réseaux d'aide avec un psychologue et des enseignants spécialisés en pédagogie. Nous avons pour mission d'aider certains enfants à acquérir un statut d'élève. Nous utilisons des stratégies de détour, des médiations corporelles, ludiques, créatives, pour que les enfants retrouvent confiance en eux et envie d'apprendre. C'est vraiment un métier passionnant. Les RASED, dont l'acronyme signifie Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, sont bien connus aujourd'hui puisqu'ils ont lutté collectivement pour leur survie. Il y avait une pétition avec 300 000 signatures, c'était en 2009, 2010, des manifestations, des collectifs, des rencontres politiques, et qu'ils se sont invités aussi au débat de l'entre-deux tours en 2012. Aujourd'hui, si on peut dire que l'actuel gouvernement a stoppé les suppressions de postes RASED, il s'avère qu'on est très loin des promesses de reconstruction annoncées. De nombreux enfants dans les écoles souffrent de l'absence de ces enseignants spécialisés. Ils ne sont pas en sécurité psychologique. Ils ne trouvent pas à l'école ces personnes ressources qui proposent un accueil et une écoute et où la parole peut se libérer, où la difficulté peut se jouer, lorsque les mots ne peuvent venir. Je pense à cet enfant racketté de la banlieue lyonnaise qui n'a trouvé comme solution que le passage à l'acte. C'était en juin 2016.
Le journal avait titré « Un enfant, victime de raquettes, poignarde un autre enfant de sa classe sur le chemin de l'école ». Dans une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation, une rééducatrice du secteur, adhérente à la FNAREN, écrivait « Nous sommes bousculés par la société. Il est grand temps que l'ensemble de la communauté éducative s'empare de ce bouleversement pour penser autrement. Se saisir des questions du vivre ensemble, du plaisir d'apprendre, de la lutte pour les réussites scolaires, comme le font depuis 30 ans les rééducateurs de l'éducation nationale. » C'était le défi lancé par notre dernier congrès où nous avons le plaisir d'accueillir et d'entendre Roland Gori. Une mise en pensée à l'école. Prendre son temps pour apprendre à penser autrement. Penser ensemble, par soi-même, pour soi-même. Penser pour mettre à distance. S'autoriser à penser, accéder à la pensée. Comme l'a souligné la députée Barbara Pompili dans son rapport, l'existence d'aides différenciées est indispensable pour répondre aux difficultés spécifiques que peuvent rencontrer certains enfants. La présence effective d'enseignants spécialisés constitue une aide irremplaçable apportée aux enseignants pour répondre aux situations variées et difficiles auxquelles ils sont confrontés. Et cela participe activement à la lutte contre l'échec scolaire et l'exclusion. Nous travaillons aux côtés des enseignants des classes, avec les parents, pour qu'une dynamique d'évolution s'enclenche, pour qu'un accrochage à l'univers de l'école se tisse, pour qu'un projet scolaire se construise et que l'enfant puisse devenir auteur et acteur de ses apprentissages, élève avec et parmi les autres. Depuis de nombreuses années, 1984 pour être précis, la FNAREN et les associations départementales œuvrent pour mettre en place des actions de prévention à tous les échelons de l'école primaire, de 2 ans à 11 ans. Si nous avons choisi de parler d'actions et de dispositifs préventifs, c'est parce que nous pensons que la sécurité des enfants et des citoyens qu'ils seront passe par l'intégration et le ressenti d'une école accueillante, bienveillante, avec un climat scolaire apaisé, où le désir d'apprendre se déploie tout au long de leur scolarité pour se poursuivre au collège. Ces dispositifs travaillent la sécurité physique comme la sécurité psychique. La plupart de ces dispositifs sont collaboratifs. Les rééducateurs travaillent aux côtés des enseignants, sous leur regard. Des temps d'échange, de co-réflexion sont organisés à l'issue de ces actions. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques dispositifs. Donc, lors des premières semaines de la rentrée, les rééducatrices et les rééducateurs sont dans la classe et participent à l'accueil des tout-petits aux côtés des enseignants. Nous savons tous que pour certains enfants, cette première séparation est vécue comme un déchirement insupportable. Donc je vous renvoie au film de la FNAREN qui s'appelle « Un parmi les autres ». Les rééducateurs et les rééducatrices ont proposé très tôt leurs outils pour diminuer la violence de cette première rentrée. Mettre des mots sur cette absence de la mère, de la famille, trouver des substituts symboliques pour les aider à supporter cette absence, dessins, photos, doudous, jeux d'accrochage, de disparition, marionnettes. Anticiper la rentrée, échanger avec la famille. Parmi les enfants que nous aidons à l'école élémentaire, lorsqu'on fait l'historique de leur parcours scolaire, il est fréquent que les parents nous disent que la première année a été très difficile pour leur enfant et pour eux, que les pleurs se sont prolongés très longtemps. C'est à partir de ces témoignages qu'on perçoit rétrospectivement l'intérêt d'une telle action de prévention. L'atelier carton en maternelle, un autre dispositif. L'idée de mener cet atelier sous le regard de l'enseignant afin qu'il puisse prendre le relais par la suite. La rééducatrice propose aux enfants de jouer librement avec des cartons, des grands, des petits, des moyens, tout en étant garante de leur sécurité. On fait semblant, on ne se fait pas mal. Dans un deuxième temps, elle favorisera l'émergence des émotions, des pensées, de petites fictions jouées pour favoriser l'imaginaire et pouvoir s'en souvenir. Autre dispositif, on joue ensemble. C'est un dispositif collaboratif d'accueil des familles dans la salle de rééducation de l'école maternelle autour d'un café et des jeux. Les parents viennent avec leur enfant. Des partenaires médico-sociaux, municipaux sont associés et participent à ces rencontres. Les parents peuvent y exprimer les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Problèmes d'autorité, besoins fondamentaux, horaires de sommeil, présence dans le lit des parents.
Découvrir qu'ils ne sont pas les seuls à éprouver ces difficultés. Découvrir les vertus des jeux, des albums de jeunesse. Enclencher une démarche vers les structures existantes sur la ville. Ludothèque, médiathèque, point écoute famille, centre aéré, PMI, etc. Une rééducatrice témoigne. Parmi les parents présents, le public est très hétérogène, très divers, de milieux socio-économiques et culturels variés. Par exemple, certaines mamans portent le voile. Lors des attentats du 11 janvier 2015, c'était un mercredi, nous étions ensemble le jeudi matin. Ses parents étaient là. Nous avons vécu ce moment-là ensemble. Au moment du petit rituel de présentation, un cercle avec un ballon qu'on se passait, nous nous sommes pris la main et nous avons mis quelques mots sur ce que nous vivions. Autre dispositif, le passage de la grande section au CP. On sait que pour les enfants les plus fragiles, ce changement d'école n'est pas anodin et peut compromettre l'entrée dans la lecture. En fin d'année scolaire, le rééducateur demande aux élèves de grande section comment ils imaginent l'école élémentaire, la classe de CP, la cour, la cantine, etc. Après un échange, ils dessinent ce qu'ils pensent trouver à la grande école. Le rééducateur organise ensuite une visite par petits groupes. Les enfants assistent à des séances en classe de CP. Nouvel échange entre les groupes, nouvelle représentation dessinée. Les enfants comparent leurs dessins et prennent conscience des écarts. Des peurs, des inquiétudes imaginées sont évoquées, discutées pour beaucoup, disparaissent ou s'apaisent. Un dernier dispositif, le dispositif des objets vivants. En jouant progressivement des situations de plus en plus complexes d'objets qui se mettent à vivre, ce dispositif permet à des groupes d'enfants de mettre à distance leurs émotions, de prendre confiance en eux au sein d'un groupe sécurisant, puis de transférer ces nouvelles compétences psychiques en classe pour retrouver du plaisir à être et faire à l'école. Les yeux des élèves pétillent, diront les enseignantes. Donc là, je vous renvoie à la revue Envie d'école, qu'on publie, numéro 59 et 60 de juillet 2009. Donc il y a aussi les ateliers philo, les ateliers psycho-lévine, les ateliers de mythologie, je passerai rapidement là-dessus. Tous ces ateliers ont pour but de remettre en route la pensée des enfants, de prendre de la distance par rapport à sa propre vie et par rapport au milieu dans lequel elle évolue, famille, école, amis, société, monde, de relancer des processus d'émancipation et de réflexion citoyenne. Tous ces dispositifs sont transposables en fonction de la créativité de chacun et peuvent être repris par les enseignants dans leur classe, dans leur école. Alors pour conclure, effectivement, pour la FNAREN, la sécurité ne peut se résumer au sécuritaire. On doit la construire d'abord dans le champ éducatif. Par exemple, dans ces actions de prévention que j'ai très rapidement évoquées, elle est dans la réussite de tous à l'école. Elle commence dès l'école maternelle, dans l'accueil, l'écoute et l'accompagnement de tous les enfants pour qui l'école ne va pas de soi. Quel plaisir de constater quelques années plus tard que l'enfant s'est réconcilié avec l'école, avec lui-même, et mène une scolarité ordinaire. La sécurité, c'est aussi de donner du temps aux équipes pour les aider à comprendre, à accepter ces enfants particuliers, à inventer des dispositifs leur permettant de s'épanouir et de réussir en classe. Le prochain Forum d'Erasen aborde ce thème, accueillir la parole, de l'aide aux enfants à l'aide aux équipes. Il aura lieu la semaine prochaine, le 8 octobre, à la Bourse du Travail. Paris 10e, la sécurité, enfin, c'est aussi le lien tissé avec les familles, les partenaires, pour le bien-être de l'enfant. Et pour terminer, je souhaitais vous lire le dernier message du collectif RASED, donc le collectif où sont réunis les associations professionnelles et les syndicats. Il date de juillet 2016. Donc le constat est quand même amer. Les créations de postes ne sont toujours pas au rendez-vous. Pourtant, en 2013, la loi de refondation de l'école inscrit les RASED dans sa programmation budgétaire. En 2014, la circulaire affirme leur caractère insubstituable. En 2015, les rapports Grard et Delahaye vantent l'action bénéfique des RASED. L'école inclusive ne peut s'entendre sans le développement des RASED. C'est pourquoi, fin 2015, le collectif national s'est adressé à l'ensemble des recteurs pour rappeler la place des RASED et les 7000 postes prévus par la loi de programmation.
sur la totalité du territoire. C'est pourquoi le collectif a souligné dans ce courrier la situation alarmante des rééducateurs et la nécessité des regards croisés des 3 professionnels. C'est pourquoi aujourd'hui le collectif a décidé de poursuivre sa campagne d'opinion pour rappeler qu'on ne peut faire réussir tous les élèves, améliorer le climat scolaire, faire reculer la grande pauvreté ou réduire les redoublements sans la présence préventive et effective des RASED auprès des élèves, des parents et des enseignants. Voilà, je vous remercie. Bon, merci d'avoir aussi tranquillement réduit le temps d'intervention. Je passe la parole à Claude Meur-Charleville. Merci. Merci de m'avoir invité à cette table ronde, à l'appel des appels, par ton intermédiaire, Patrick. Comme nous disposons d'assez peu de temps pour exposer notre propos, j'ai pensé résumer d'entrée de jeu le message que j'aimerais vous transmettre dans cette table ronde. J'essaierai ensuite de déplier un tout petit peu mes arguments en faveur de cette thèse dans le temps qui restera. Les enseignants, dans leur métier, sont, de par la position que l'institution leur demande de soutenir, mis en risque psychique. J'estime qu'il leur faut retrouver un certain sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ne pas se sentir trop envahis par leur tension intérieure pour pouvoir installer dans leur classe un climat psychique suffisamment apaisé pour que celui-ci soit propice aux apprentissages des élèves. Il s'agit ainsi pour eux de créer un espace sécurisé pour que les élèves puissent aller à la rencontre des savoirs nouveaux qu'ils vont leur présenter. La situation est rendue encore plus délicate lorsque l'enseignant se trouve face à des élèves adolescents qui sont eux-mêmes structurellement en grande insécurité identitaire, car le risque de contagion des insécurités dans l'espace de la classe est très fort, en lien avec les phénomènes de résonance psychique. Je montre dans mes travaux que ce n'est pas en cherchant comment on pourrait faire pour avoir de l'autorité, comme le pensent souvent beaucoup d'enseignants, que se trouve d'après moi la meilleure réponse, mais plutôt dans la possibilité d'acquérir une capacité à instaurer une enveloppe psychique sécurisante pour les groupes d'élèves dont ils ont la charge, et par la possibilité de restaurer leurs propres narcises narcissiques, fortement malmenés dans cette position d'enseignant au cours de l'acte d'enseigner. Cette capacité à instaurer un cadre sécurisant et à le tenir, à mon avis, ne peut pas être enseignée en formation initiale. En revanche, j'ai la conviction que quelque chose peut leur en être transmis dans un groupe d'analyse clinique de leur pratique, lorsque l'animateur arrive à créer un espace de réflexion où ils vont pouvoir vivre une expérience authentique de pensée tout en analysant leur pratique, à condition que le cadre proposé permette qu'ils se sentent en sécurité, c'est-à-dire dans un certain apaisement psychique, pour pouvoir vivre une expérience au cours de laquelle ils bénéficieront des bienfaits d'une enveloppe groupale où ils auront la sensation d'être protégés au plan narcissique et où ils auront eu le plaisir de penser avec d'autres sans se sentir persécutés. C'est à mon sens dans ce type d'espace que peut s'opérer la transmission de cette capacité à construire en soi un cadre interne qui permette aux enseignants, à leur tour, de soutenir ce que j'ai nommé dans mes travaux un holding didactique bien tempéré, adéquat sans plus pour leur groupe d'élèves. C'était ça la thèse. Mes recherches portent sur une conception de l'acte d'enseigner qui... Mes recherches portent sur une conception de l'acte d'enseigner qui privilégie l'identification des mécanismes psychiques à l'œuvre au cours de l'acte d'enseignement. En lien avec ces recherches, j'ai conçu et mis en œuvre depuis de nombreuses années un dispositif d'accompagnement clinique groupal pour des enseignants volontaires. Ce dispositif s'inscrit au sein de ce courant qui s'est développé beaucoup aujourd'hui dans l'éducation nationale et notamment dans notre discipline, les sciences de l'éducation.
Ils sont pour la plupart désignés, ces dispositifs, par l'expression « dispositif d'analyse des pratiques professionnelles », expression qui, malheureusement, tente à unifier des pratiques très diverses et à rassembler sous la même bannière des dispositifs référés à des perspectives théoriques différentes. Le dispositif que je propose est un dispositif clinique au sens de René Roussillon, qui se réfère explicitement à une orientation psychanalytique. Il propose aux participants d'effectuer en petits groupes des élaborations psychiques concernant leur fonctionnement professionnel à partir de situations, de récits, de situations concrètes vécues et de l'exploration de ces récits. Ce type de travail, il faut bien le dire, n'est qu'exceptionnellement soutenu dans les diverses institutions où nous le proposons. Il lui est souvent préféré un travail moins engageant où la pratique des enseignants est analysée à travers une grille comportant une multitude de dimensions, mais surtout ne prenant pas en compte ou très peu la dimension psychique inconsciente. Du coup, je me souhaite me centrer ici sur cette question qui se pose, à mon sens, de manière aiguë aux enseignants, mais sans doute à tous les professionnels exerçant ce que d'aucuns nomment des métiers du lien, et qui se pose de manière aiguë pour les animateurs de groupe offerts à ces mêmes professionnels lorsqu'ils viennent participer à l'analyse de leur pratique. Cette question, c'est celle du sentiment de sécurité psychique qui devrait être celui des bénéficiaires de l'acte d'enseignement, les élèves, pour favoriser leur appropriation des savoirs. Et c'est un sentiment de cet ordre, celui de se sentir en sécurité psychique, qui se doit absolument d'être induit dans l'espace où l'on accompagne ces professionnels à analyser leurs pratiques en groupe, de manière à rendre ce travail psychique qui leur est proposé possible. En effet, il n'est pas si facile que cela d'accepter d'évoquer ces difficultés de praticiens au sein d'un groupe de pairs, surtout pour une profession, celle d'enseignant, où la propension courante est d'avoir été renvoyé, et quelquefois cette injonction est introjectée par l'enseignant lui-même, renvoyé à sa propre incompétence ou à une dimension pathologique lorsqu'on veut parler de ces difficultés en classe. Mon hypothèse est qu'il existe une sorte d'homéomorphisme, je veux dire une correspondance de forme entre les deux structures, entre les deux espaces, l'espace d'exercice du métier d'enseignant, la classe par exemple, et l'espace de l'analyse de la pratique enseignante. Bien entendu, il faut distinguer nettement les objectifs visés dans les deux situations. La tâche n'est pas la même, mais le climat à instaurer pour réaliser l'une et l'autre de ces tâches, exercer ce métier ou analyser la pratique qu'on y déploie, nécessite dans tous les cas de développer, dans un cas chez l'enseignant, dans l'autre chez l'animateur du groupe, une capacité à prendre soin du sentiment de sécurité psychique des personnes. Cette hypothèse suppose que nous partagions l'idée que dans les deux situations, les professionnels, que ce soit quand ils exercent leur métier ou quand ils participent à ce groupe d'analyse de leur pratique, encourent des risques psychiques qu'il s'agit de prévenir, ou tout du moins des peurs, pour reprendre le terme utilisé par Roland Gori dans son livre « L'individu ingouvernable », qu'il s'agirait d'apaiser pour favoriser le travail visé dans les deux cas. Pour moi, cette question du risque psychique n'est pas nouvelle. Elle m'est apparue depuis longtemps dans la fonction enseignante. Et ce risque existe pour moi, pour tout enseignant, même si les conditions extérieures ne sont pas particulièrement difficiles. Ce risque psychique existe du seul fait d'avoir à soutenir une position de transmission de savoir à un groupe d'élèves. Pour les enseignants en début de carrière, le réel et sa butée viennent interroger les idéalisations qui leur avaient été utiles à construire pour avoir envie d'exercer ce métier, mais auxquelles ils doivent assez vite renoncer par la suite. Et d'ailleurs, il vaudrait mieux qu'ils puissent y renoncer sans se replier trop sur un grand isolement ou sans recourir à une position défensive trop hermétique,
qui risque par la suite de perdurer et de tarir les sources vitalisantes de ce métier. J'ai montré qu'une double composante du soi enseignant est sollicitée par les aspects structuraux de la situation d'enseignement, celle d'une interpellation sur leur rapport au savoir sous la pression d'une dynamique intersubjective avec les élèves. D'un côté, une composante bienveillante, généreuse, de l'autre, une composante agressive, quelquefois violente, réveillée par certaines formes d'attaque de la part des élèves, qui peut nous conduire, je m'inclus parmi tous les enseignants, à des passages à l'acte rompant le lien didactique. Les enseignants ont souvent, pour la plupart, quelques difficultés à accepter cette double polarité de leur soi professionnel. En début de carrière, nous n'y sommes pas préparés, mais peut-on s'y préparer? Pourtant, j'ai la conviction que dans la mesure où nous savons que l'espace d'enseignement coexiste de manière structurale cette double face de l'enseignant, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de commencer à pouvoir reconnaître que cette dimension est potentiellement agissante pour chacun de nous, pour tenter de la métaboliser de manière souple et empêcher qu'elle vienne rendre l'exercice professionnel trop difficile. Il s'agit notamment d'éviter d'être entraîné dans des passages à l'acte, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre organisation psychique, en étant quelquefois activée par une organisation psychique complémentaire de certains élèves ou d'un groupe d'élèves avec lesquels nous sommes en interaction didactique, risque d'être portée à des sortes de paroxysmes par la mise en résonance psychique groupale. Ce qu'il est important de mesurer, c'est que l'enseignant, en apportant des savoirs nouveaux, inflige aux élèves, d'une certaine manière, à son insu et à leur insu, une sorte de réplique du séisme initial, le séisme de ses premières confrontations avec le monde. Or, on sait que ce premier traumatisme de la rencontre avec les objets n'a pas pu ne pas laisser de traces, sinon de cicatrices. Chaque sujet élève porte en lui les blessures de sa rencontre avec le monde depuis son état de bébé, lors de ses apprentissages primitifs. Du même coup, il porte en lui ses aménagements défensifs par rapport à ses premières explorations d'objets. On imagine alors aisément que la rencontre avec le monde des savoirs, médiatisée par un enseignant, est porteuse pour l'élève d'une réactualisation de ses premières expériences infantiles, et pour l'enseignant, porteuse d'énigmes devant la résistance ou le refus d'apprendre que certains élèves lui opposent. Dans le groupe d'analyse clinique des pratiques, c'est très rapide, il n'y a pas d'enseignement à proprement parler, ni d'apport théorique, mais, comme je l'ai dit, on cherche à instaurer un cadre de travail qui est une fonction de contenance et de mise en forme des processus psychiques. Pour cela, la posture de l'animateur est décisive dans l'installation de ce cadre qui instaure une sécurité psychique pour que chacun puisse penser. C'est la première des tâches de l'animateur. Ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est que l'animateur est en mesure d'assurer cette fonction pour que les enseignants se sentent en sécurité dans ce groupe, mais aussi pour qu'ils soient en capacité de s'approprier ce mode de travail, c'est-à-dire cette fonction pour eux. C'est ce que j'ai appelé la transmission subjective du geste partagé, c'est-à-dire pouvoir s'approprier ce qui, à mes yeux, leur facilitera la tâche de développer leur capacité à tenir à leur tour le groupe d'élèves au sens du holding didactique. J'espère avoir été assez claire pour indiquer qu'il s'agit d'une chaîne de transmission, du prendre soin de la sécurité psychique de l'autre, de l'animateur de groupe à l'enseignant, de l'enseignant à l'élève, et de l'élève à l'enfant, et derrière l'enfant, il y a aussi un bébé. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ces 14 minutes d'intervention. La parole est à Alain. Merci, bonjour, bonsoir bientôt.
Je vais intervenir donc sur les questions culturelles à partir du thème central qui est la sécurité est ailleurs. Et quand on parle art et culture, effectivement, ce qui vient à l'esprit en premier lieu, c'est sans doute, en tout cas c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de s'interroger sur la faille. Je préfère le mot faille que le mot fracture parce que je pense que le mot fracture est un peu définitif. La faille, ça laisse quand même l'espoir d'une refondation ou d'un travail de reconstruction. La faille qui s'est instaurée aujourd'hui entre la culture et la politique. Alors bien évidemment, ça renvoie sans aucun doute à ce fameux clair-obscur dont parle Gramsci, qui permet le surgissement des monstres dont on a parlé tout à l'heure, et que ce surgissement des monstres, cet air du temps, si je puis dire, nous fait traverser un temps très inquiétant. Pierre Larouturou, tout à l'heure, disait qu'il était vraiment très, très, très inquiétant. Mais en même temps, il nous oblige à repenser à nouveau frais les rapports entre une politique très largement discréditée et d'une certaine façon sous influence. On verra qu'elle est sous influence, on l'a dit, Roland l'a dit hier soir, sous influence néolibérale, mais elle est aussi sous influence populiste, j'y reviendrai, et une culture qui, elle, est livrée aux marchands du temple. Et il nous faut repenser ces rapports entre ce qui suppose refondation de la politique, ce qui suppose aussi d'une certaine façon refondation culturelle, pour faire face à l'immense processus de dépossession culturelle qui frappe un pays comme le nôtre, notamment sa jeunesse, et en particulier sa jeunesse issue des classes populaires. En tout cas, ce que Pasolini décrit très bien dans la fameuse métaphore de la disparition des lucioles, quelque chose qui n'était pas prévisible, a bouleversé nos valeurs, notre imaginaire, nos langages, nos comportements, une forme de totalitarisme globalisé, financiarisé, productiviste, consumériste, mais également théofasciste, pour reprendre l'expression d'hier soir, ou populiste, est en passe d'imposer son hégémonie culturelle. Et moi, je considère qu'il s'agit du premier enjeu auquel nous faisons face quand on parle culture. Voilà. Nous sommes face à une hégémonie culturelle très inquiétante et qui fait dériver notre société vers des formes de barbarie dont on peut, face auxquelles on a du mal à œuvrer, à se battre, à agir. Des œuvres, des revues, des artistes, des lieux, des festivals, bref, toute une des pratiques artistiques sont en train de disparaître. On a vu circuler ces 2 dernières années ce qu'on a appelé les cartocrises. Au fond, ce qui tout d'un coup disparaissait du champ culturel et du champ de la vision culturelle que l'on peut avoir dans les territoires. Parallèlement à ça, on a assisté au développement des industries culturelles, à la technocratisation des politiques culturelles elles-mêmes, y compris des politiques culturelles publiques, qui méritent une réflexion forte. On a assisté au développement des industries culturelles autour de standardisation de la production et de la recherche dans un temps très court d'une rentabilité maximum. Et tout cela, malheureusement, prolifère sur les ruines des politiques publiques qui sont en très large recul dans le domaine de la culture, mais aussi politiques publiques d'État, mais aussi des collectivités territoriales, mais aussi sur les ruines de la démocratie. Chacun comprend que politique et culture dans cette affaire-là portent un tort considérable au développement de la crise de la politique et la crise culturelle sont conjointement
colonisés par ce que Roland Gori appelait hier la religion du marché et qui ont un impact, les deux crises ont un impact désastreux sur la démocratie parce qu'elles transforment l'humain et la nature en produits abstraits, normés, quantifiés, valorisés et tout simplement mis en vente. Le danger est aujourd'hui immense de voir ce totalitarisme s'emparer des imaginaires et le faire au détriment de l'art, au détriment de la culture, au détriment du développement de l'intelligence d'une société comme la nôtre, au détriment des œuvres et des démarches artistiques. Voilà. La part artistique, par exemple, dans les lieux de création, aujourd'hui, c'est quasiment inversé. Avant, on avait 40% de fonctionnement et 60% de part artistique dans les budgets. Aujourd'hui, on est à 60% de fonctionnement parce que comme les budgets n'ont pas bougé, voire ils ont régressé, eh ben, on a pris sur quoi? On a pris sur la part artistique et on voit le recul de la production artistique aujourd'hui. Et on voit bien que l'exigence d'une production artistique qui se fixe pour ambition d'inventer ce que Glissant appelait l'utopie et le rêve qui nous manque, eh bien, ne reçoit plus ou reçoit de moins en moins le soutien de la puissance publique. Cette crise des politiques publiques est aujourd'hui assez dramatique pour beaucoup d'acteurs culturels. Je suppose que Nicolas Roméas y reviendra tout à l'heure. Et le danger donc est très grand parce que nous avons tendance à mettre en avant les formes économiques et sociales de la crise, mais nous ne sommes pas très attentifs, en tout cas nous sommes moins attentifs aux formes d'aliénation et de domination portées par cette vision rationalisée, marchandisée de l'art et de la culture. Le danger est d'autant plus grand que libéralisme, populisme et obscurantisme convergent allègrement. Je vais dire deux petits mots à propos du populisme parce qu'il y a un très grand débat sur cette question. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de populisme de gauche. Je suis de ceux qui pensent que le populisme est une roue de secours des forces du marché, qu'il se fixe pour ambition de conduire les peuples dans une servitude volontaire, volontaire ou non si ça change. Voilà, parce que l'autoritarisme n'est jamais très loin, le sécuritarisme en est une preuve, et on peut le faire aussi tout simplement comme le font certains aujourd'hui. Je pense en particulier à un ancien président de la République qui le fait en voulant capter les actuelles pulsions identitaires, sécuritaires et de repli sur soi. Le populisme, c'est l'idéologie de ceux qui prétendent parler au nom du peuple tout en lui refusant le droit de se construire en sujet politique et de se constituer, de construire son propre avenir, de se constituer comme un acteur de l'histoire. Voilà. Et je trouve que dans le domaine de l'art et de la culture, les populistes savent, à la place du peuple, ils savent ce que veut le peuple. Voilà. Quand vous discutez aujourd'hui avec un certain nombre d'élus, j'ai été élu très longtemps, je peux vous dire que c'est assez effarant. Pour eux, par exemple, le terme populaire ne désigne pas ce que fabrique le peuple, car, bon, pour reciter Gramsci, tous les hommes sont des philosophes, disait Gramsci, mais ce qui, pour eux, le populaire, c'est ce qui est censé plaire au peuple. Voilà. Et à partir de là, au fond, ce qui est bon pour le peuple, c'est ce que produit la société du spectacle, ce qui est vu à la télé, vous connaissez le fameux tampon, ce qui est vu à la télé, et ce qui est promu par la publicité, ce qui génère au fond du profit. Voilà. Et je trouve que le grand danger, c'est que néolibéralisme et néopopulisme convergent aujourd'hui vers une conception de la culture qui est dominée, pour faire un petit clin d'œil à Duby, par les trois ordres. L'ordre de la marchandise, voilà, et du consumérisme, qui impose l'idée d'un sujet qui serait le sujet de l'économie classique, le sujet prétendument libre, et libre de choisir des produits culturels qu'on lui offre, produits parfaitement standardisés et fabriqués par l'industrie culturelle, et à qui on
prétend accorder une liberté de choix qui en réalité n'existe pas, l'ordre du divertissement, voilà, l'entertainment à l'américaine, autour d'une culture totalement déconnectée de toute pensée critique, et réduite à une sorte d'immédiateté, de spontanéité, voilà, la télé-réalité par exemple, qui est totalement déconnectée des vécus économiques et sociaux, du vécu des gens. Voilà. Et enfin, l'ordre de l'identité, c'est peut-être dans le projet culturel aujourd'hui commun au libéralisme et au populisme, ce qui est en train de se construire, y compris théoriquement, avec cette idéologie du repli, de la haine de l'autre, avec l'ethnocentrisme et une doctrine essentialiste autour du fameux thème de l'assimilation. Hein, on vient nous expliquer aujourd'hui que le seul moyen de s'intégrer dans un pays comme le nôtre doit passer obligatoirement par l'assimilation, c'est-à-dire l'obligation pour la personne, quelle qu'elle soit, de laisser tomber, d'oublier son bagage culturel, et d'adopter un modèle nationaliste fantasmé, identitaire, fantasmé par des personnages qui occupent non seulement la scène politique, je citais Sarkozy, mais on peut aussi parler de la scène médiatique avec Zemmour ou Finkielkraut ou bien d'autres. On vient nous expliquer aujourd'hui que nos ancêtres les Gaulois nous obligent nous obligent tout court vis-à-vis de notre pays. Un tout petit mot, juste une parenthèse très rapide sur la désintégration, le film qu'on a vu hier soir. Moi, j'adore Philippe Faucon. Son dernier film Fatima est encore plus fort que celui qu'on a vu hier soir. Mais il montre admirablement bien ce que les sociologues disent depuis très longtemps, à savoir qu'il décrit de manière quasi clinique la double peine qui frappe les jeunes issus des immigrations maghrébines, africaines, etc. C'est-à-dire qu'ils subissent la précarisation généralisée, la prolétarisation généralisée comme tout le monde, en tout cas comme toutes les classes populaires, mais ils subissent aussi, en plus, une discrimination à base de racisme et de xénophobie. Et contrairement à notre Premier ministre, je pense qu'il faut analyser, il faut tenter de comprendre, et il faut comprendre ces phénomènes parce que la violence qu'ils engendrent relève de ce fameux dysfonctionnement dont parle Pasolini à plusieurs reprises, et qui fait que on ne peut pas se contenter de dire comprendre c'est excuser et ne pas appréhender la réalité d'un monde qui laisse des opportunités à tout le monde. Je ne suis pas dans une relation mécanique entre la situation sociale et les comportements politiques ou intellectuels ou culturels, mais on voit bien quand même qu'il y a des constantes, il y a des régularités sur lesquelles il faut qu'on s'interroge et qui fait que, effectivement, là comme ailleurs, la sécurité, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans le sécuritarisme, elle est dans d'autres enjeux. Je vais essayer d'aller plus vite. Voilà. Donc, voilà. Roland Gori nous rappelle sans cesse que l'art et la politique sont indissociables et qu'il ne saurait y avoir d'émancipation politique sans émancipation culturelle. Et la crise actuelle est à la fois une crise politique, une crise économique, bien évidemment, une crise démocratique, mais c'est aussi une crise culturelle qui fabrique l'aliénation des classes populaires. Et c'est sans doute l'incompréhension de cette crise culturelle et de ces processus d'aliénation qui ont du mal, je trouve, qui ne permettent pas à la gauche aujourd'hui de transformer la colère sociale en force politique émancipatrice. Et il me semble que pour y répondre, il faut oser l'art et la culture. Et on l'a un peu oublié. On l'a oublié par exemple à l'école, on l'a oublié dans la cité, on l'a oublié dans l'espace du travail. Et on doit se poser la question aujourd'hui de la nécessité de réinventer les mots, les symboles, les valeurs d'un nouveau récit émancipateur
qui nous oblige à la fois à saisir l'intelligence du monde, à partager le sensible, à décoloniser notre pensée. Le monde de l'art et de la culture doit se poser cette question-là, et elle est importante, à reconquérir les idées, les symboles et les mots. Voilà. Aragon disait que les mots faisaient l'amour avec le monde. On ne peut pas dire aujourd'hui que les mots qu'on entend tous les jours dans les médias font l'amour avec le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Or c'est du pouvoir des idées, des symboles et des mots que naît l'engagement politique et que naît la capacité de s'engager et d'élaborer ce nouveau récit émancipateur dont je parle. Je pense que ça suppose effectivement de redonner du souffle libérateur aux artistes en les libérant de toutes les contraintes qui pèsent sur eux aujourd'hui. Ça suppose aussi le développement d'une démocratie culturelle, j'ai fini, une démocratie culturelle, j'ai dit, à l'école, dans la cité et dans l'espace du travail, au cœur même du procès de production, mais ça suppose aussi de construire cette mondialité culturelle dont parlent Glissant et Chamoiseau, qui nous permettrait aujourd'hui de nous situer dans la relation à l'autre et pas dans la haine de l'autre. Voilà, je termine avec deux citations parce que je trouve qu'elles sont très révélatrices des situations que nous vivons. Une citation d'un poète palestinien que tout le monde connaît et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mahmoud Darwish, et qui, je trouve, caractérise assez la situation que nous vivons. Mahmoud Darwish, quelques semaines avant de mourir, avait écrit un texte où il disait « Une politique dénuée de culture et d'imaginaire est condamnée à l'ordre du conjoncturel ». Je trouve que c'est la meilleure définition de la puissance publique que nous ayons aujourd'hui. Et enfin, pour redonner un peu d'espoir, et parce que je sais que Roland aime beaucoup cette citation, quand Hölderlin dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent », je pense qu'il y a dans la situation actuelle les possibilités non seulement de rassembler, mais de savoir pourquoi on rassemble. Parce que la question n'est pas simplement de rassembler, la question, elle est de savoir aussi sur quel contenu et pourquoi on rassemble aujourd'hui. Ça, c'est une question fondamentale. C'est peut-être la question que doit se poser une gauche en miettes, politiquement et intellectuellement. Bon, comme Alain a dit un certain nombre de choses que j'aurais pu dire, donc je vais essayer de ramasser. Mais non, au contraire, merci. Je vais essayer de ramasser mon propos. Je trouve que la difficulté dans le genre de réunion à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est éventuellement de ne pas répéter des choses que chacun sait déjà, sans ouvrir de nouvelles portes. Donc je vais essayer de le faire, je vais essayer d'être très concret. Le thème, c'est la sécurité. C'est un mot auquel je ne crois pas. Je crois que ce mot n'existe pas. Enfin, je veux dire, le mot existe, mais je pense que ce qu'il recouvre n'existe pas. Je pense que cette affaire dont on parle tout le temps, c'est simplement une façon de, comment dirais-je, d'équilibrer subtilement les conditions de la vie, les conditions de la relation à l'autre, etc. Mais la sécurité en soi, c'est un concept totalement mensonger. Je veux dire, la sécurité, ça n'existe pas. Je veux dire, on peut doser les choses, on peut prendre en compte, on peut aussi être sensible aux réactions des uns et des autres. Mais on ne peut pas standardiser ce genre de choses. Et c'est bien la question philosophique là, qui se pose à nous, c'est de savoir de quel point de vue on regarde les choses. Si on accepte un concept comme celui de sécurité, on est déjà en train de standardiser, donc on est déjà en train d'accepter une manière de considérer l'être humain qui n'est pas loin, qui commence à se rapprocher dangereusement, disons, de ce concept juste mortifère qui s'appelle transhumanisme et qui est en train, petit à petit, de déboulonner toute construction d'une humanité qu'on avait déjà du mal à faire tenir, hein, mais qui est en train d'être vraiment démonté pièce par pièce. L'être humain, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose dans lequel la connaissance est importante, mais la sensibilité et les émotions également. Ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'éducation, notamment par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents. Et donc, c'est une, comment dirais-je, une construction qui se fait avec des idées, avec des mots et avec des symboles, comme disait Alain à l'instant.
et qui ne peut pas se quantifier, comme le dit très souvent Roland Gori, qui ne peut absolument pas se quantifier et qui donc échappe aux manières de faire de ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui tente à utiliser, comme ça a été dit maintes fois, les êtres comme des instruments à son profit et non pas au profit d'une élévation commune, ce qui est strictement le but de l'art. Donc on voit bien, si on parle comme ça, logiquement, on en arrive au moment où on considère que le geste artistique est face à un adversaire, à un réel adversaire. C'est pas seulement qu'on le prend pas assez en considération, parce que de ce point de vue-là, je veux bien reconnaître, et nous pourrions être plusieurs à le faire, que nous avons échoué. Nous avons échoué dans le travail qui consiste, le travail pédagogique, le travail d'illustration, le travail d'exemple, le travail de diffusion des idées, qui consiste à faire comprendre que nous parlons là d'un enjeu central de la construction de l'être humain. Nous ne parlons pas du tout de quelque chose qui serait en quelque façon secondaire ou subsidiaire. Nous parlons de quelque chose de central. Nous parlons d'un endroit, d'un espace-temps, d'un espace où rien ne peut être quantifié, jamais. Et si jamais nous le faisions, et ça arrive très souvent, hein, qu'on parle d'art en parlant de marché, qu'on parle de prix des œuvres, qu'on parle de quantité de public, qu'on parle de nombre de prestations, de représentations, etc. Mais chaque fois qu'on fait ça, on est à côté du sujet. Chaque fois qu'on fait ça, on ne parle pas réellement de la force du geste artistique, qui est une force symbolique, et qui donc n'est pas une force quantitative à aucun endroit. Donc, c'est pour dire que c'est un adversaire important, que c'est un combattant important, c'est une armée importante dont nous parlons, et même si très souvent, y compris dans cette merveilleuse assemblée et cette merveilleuse organisation que nous aimons et que nous suivons depuis ses débuts, même si ici, comme ailleurs, c'est toujours à la fin qu'on parle de culture, hein, et bien c'est bien qu'on en parle en tout cas, parce qu'il y a aussi des endroits où on n'en parle pas du tout, enfin presque à la fin, disons. Mais on voit bien qu'on n'a pas encore réussi, et moi je nous donne quelques, comment dirais-je, je pense que nous avons quelques justifications, parce que c'est vraiment très difficile de diffuser des idées dans le système marchand dans lequel nous sommes, notamment pour les revues. Hein, donc moi je m'occupe d'une revue que nous avons créée il y a 21 ans, qui s'appelle Cassandre au début, ensuite Cassandre hors champ, et qui aujourd'hui a créé un site qui s'appelle L'Insatiable. L'Insatiable.org, c'est donc un journal en ligne qui va essayer de continuer le travail, alors que nous avons perdu aujourd'hui 90% de notre subvention de la région Île-de-France, comme vous pouvez aisément l'imaginer, puisque vous savez comment le changement politique s'est produit. Changement politique largement favorisé par nos gouvernants actuels, mais on ne va pas s'embarquer dans cette discussion que tout le monde, je pense, dont tout le monde comprend bien les enjeux. Ce qu'on a essayé de faire dans notre travail depuis 21 ans, et où je dis que nous avons échoué, mais peut-être qu'on a fait ce qui était possible de faire, parce que c'était une ambition énorme, c'était de dire... on peut depuis plus d'une cinquantaine d'années, on commence à comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'écologie. On commence à comprendre que c'est pas juste quelque chose d'annexe, que c'est pas juste les petits oiseaux et les petites fleurs. Hein. On a compris maintenant que c'est vital, que c'est central l'écologie, que c'est une question de vie ou de mort de l'humanité, etc. Je pense que ce que nous aurions dû réussir à faire maintenant, c'est de faire comprendre que la construction de l'être humain, c'est-à-dire la mise en valeur des outils symboliques qui permettent de le faire, des langages, si vous préférez, pour parler simplement, des langages. La production artistique, c'est la création de langages. Et il n'y a pas que la création artistique, bien sûr, il y a aussi le langage avec lequel on peut se parler maintenant, qui font que nous sommes des êtres humains construits principalement de mots, puisque nous avons beaucoup parlé de psychanalyse tout à l'heure. Inutile de rappeler que tout cela est fondé sur le langage et que notre être est fondé sur le langage. Donc ce sont des choses qui sont absolument hors quantité, ce sont des choses qui
je le redis, s'opposent complètement et sont vraiment des adversaires. Et peut-être, moi, je dirais, les derniers bastions de la résistance absolue au néolibéralisme, c'est l'endroit où la gratuité pure montre sa valeur et son importance. C'est l'endroit où nourrir, élever, construire un être humain ne peut pas se quantifier, mais c'est la chose la plus essentielle qu'on puisse faire. Et l'art ne parle que de ça. Le geste artistique ne parle que de ça. Donc si nous avions réussi à faire entendre ça, ce que nous n'avons pas réussi à faire, nous serions exactement aujourd'hui dans la même ambiguïté que nous sommes avec l'écologie, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit, et ceux qui n'ont aucun intérêt à la défendre sont aussi obligés d'en tenir compte. Tout le monde est obligé d'en tenir compte, ça fait partie du langage commun. Mais lorsqu'on parle de culture, et je termine puisqu'il me reste 2 minutes 37 secondes, 36, puisque c'est une question sémantique, puisque c'est une question de la façon dont les mots résonnent dans nos esprits et ensuite peuvent nous permettre ou non d'agir ensemble, je dirais qu'une de nos grandes difficultés, c'est le mot culture lui-même. Le mot culture lui-même a pris en France, avec les siècles, avec la situation politique, historique dans laquelle peu à peu nous sommes entrés, mais je parle depuis au moins les monarchies, la manière dont tout ça a sans arrêt fabriqué de l'élitisme, à partir d'inspiration populaire à 90%, d'ailleurs je ne vois pas comment ça pourrait se faire autrement. Le mot culture a fini par parler de choses tout à fait différentes de ce dont nous parlons. Nous, quand nous allons essayer de comprendre à quoi ça sert le geste artistique, nous allons voir ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique, dans une prison, dans un quartier difficile, etc., etc. Et même parfois, on va dans des lieux qui sont faits pour ça, mais le moins souvent possible, parce que c'est pas là que ça se passe, parce que c'est pas là que ça s'invente, parce que c'est pas là que, confronté à une difficulté, il y a une obligation de fabriquer un langage, parce que si ce langage n'était pas là, l'art ne remplirait pas son rôle, ne servirait à rien, et d'autres qu'à produire, comme le disait Alain tout à l'heure, du divertissement, c'est-à-dire rien. Si nous parlons de ça et que nous disons que nous défendons la culture, personne ne comprend de quoi on parle, parce que, regardez, si dans la salle, il y avait une partie de la salle qui soit composée d'ouvriers et une autre partie de la salle qui soit composée de professeurs agrégés, il est bien évident que le mot culture n'a pas le même sens pour les deux, dans les deux cas. Il est bien évident que certains pensent qu'ils font partie de cet univers et d'autres pensent qu'ils en sont exclus. Donc ce n'est pas ça dont nous parlons. Et moi je dis que nous ne parlons pas de culture, nous parlons d'autre chose, de bien plus profond, bien plus important, bien plus central. Donc je n'ai pas encore trouvé le terme. Vous savez, le mot écologie, à un moment donné, il ne faisait pas partie du langage courant. C'était un langage, c'était un mot savant, le mot écologie, avant René Dumont et ses équipes. Et bien aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé le mot. Moi, j'ai tendance à parler des outils du symbolique, parce que si on parle des outils du symbolique, on déborde complètement la question du petit milieu de l'art, du petit milieu de la culture, des hiérarchies, des luttes de pouvoir, etc. On est complètement ailleurs, et on sait que ça peut se trouver dans beaucoup d'autres endroits. Donc je parle des outils du symbolique, en espérant être compris quand je le fais, parce que ça peut aussi ouvrir sur de nouveaux débats que nous n'allons pas ouvrir maintenant, car il ne me reste plus que 2 secondes, donc je te rends le micro. Merci Nicolas. Tu sais, Nicolas, parler en dernier, c'est aussi éventuellement avoir le dernier mot. On va passer la parole tout de suite à la table ronde suivante, et pas prendre les réactions maintenant, mais reporter à la suite.